C'est moi qui lance. Ouais. C'est bon, j'attaque. Alors, oui, c'est vraiment intimiste, c'est bien, c'est bien. Donc, on m'a demandé de vous parler des examens en première intention. Donc, on va se limiter à éco-cœur et épreuve d'effort. Donc, plutôt épreuve d'effort et éco-cœur, je le ferai dans cet ordre-là. Bon, l'épreuve d'effort, ça va être très rapide, ça ne sert à rien. Et l'échographie cardiaque, de temps en temps, on peut être amené à la faire. Non, je plaisante, mais bon, on va en rediscuter. Alors, moi, je vais faire des quiz au fur et à mesure de la présentation. Romain, 17 ans, aucun antécédent, fait de la natation de bon niveau, voire haut niveau en compétition. Il demande un certificat d'aptitude, que faites-vous? Alors, vite fait, je l'examine et je lui dis son certificat si tout est normal. Oui ou non? Levez la main si on va le faire comme ça. Il est sur place, il est venu voir un cardiologue. À venir, je lui fais quand même un ECG avant de lui délivrer un certificat. J'effectue une écho-cœur avant. Je le reconvoque pour un test à l'effort avant le certificat, où je me demande pourquoi il est venu voir un cardiologue. Il y en a, alors, 2 et 5. 2 et 5, c'est pas mal, ça me plaît bien 2 et 5. Voilà, 2 et 5, je suis d'accord, et vous voyez, je l'ai dit parce que finalement, il n'a pas spécialement besoin de venir vous voir s'il a fait un électro, donc on en a déjà discuté. S'il est sur place, il fait un électro. S'il n'est pas venu vous voir, ben, finalement, il peut très bien continuer sans électro, même si l'électro est fortement recommandé. Mais sinon, voilà votre réponse. Là, vous signez pas? On ne sait pas. Il est jeune, il a 17 ans. Il a 17 ans, il nage. Bon, tout ça pour aller vite, un petit peu des électrocardiogrammes de 17 ans, vous en avez plusieurs, multiples et variés. Ça, c'est le classique trouble de la repolarisation de l'afro-caribéen. Celui-là, bien sûr, ne paraît pas normal. Celui-là aussi est suspect. Donc, en fait, les examens complémentaires de première intention seront toujours quand même en deuxième intention, surtout après un électrocardiogramme ou des symptômes. Donc, on ne peut pas se passer quand même de l'électrocardiogramme. Si on est déjà à se poser la question de l'examen de première intention, c'est qu'on a fait au moins un ECG. C'était juste le message de la première situation. Examen ECG normaux, cœur sain, pas de contre-indication à la compétition classiquement. Je parle du jeune et de moins de 35 ans, puisqu'après on est dans un problème de coronaropathie. Et bien sûr, si vous avez la moindre anomalie, c'est là que vous allez prescrire vos examens complémentaires, au premier rang desquels vous allez mettre écho et épreuve d'effort, et on va en discuter. Je le marquais ici dans les sports un petit peu classiques, en dehors de tout ce qui est spéléologie, alpinisme, sport de combat, c'est quand même pas ce qu'on voit tous les jours. Même si nous, en ce moment, on a une recrudescence de MMA, qui est un sport qui est montant sur Montpellier. Mais sinon, il n'y a que le rugby qui impose de façon officielle un ECG. Alors, deuxième situation, là on va rentrer plus dans le vif du sujet. Jean-Paul, 40 ans, sédentaire, petit surpoids. Il veut se mettre à faire du sport en salle de sport et puis il se dit, je vais courir un petit peu, j'envisage de faire un 10 km dans quelques temps. Aucun objectif de temps. Que faites-vous? Alors, je délivre un certificat d'aptitude, oui ou non? 40 ans, son ECG, c'était un peu raide en latéral, mais pas tout à fait normal, mais pas complètement pathologique non plus, si on s'ancien, si on veut être puriste. Je ne délivre pas en attendant les examens complémentaires. Une réponse. Je délivre, mais je prévois des examens complémentaires, au moins un test à l'effort. Je lui fais une écho-cœur. Ah, une réponse aussi. Les autres, je ne sais pas ce que vous faites. Moi, je délivre. Si on regarde les recommandations, 40 ans, sédentaire, petit surpoids, il veut se remettre à faire du sport, c'est plutôt bien. Il ne dit pas qu'il veut faire le marathon des sables dont on parlait ce matin. Il envisage un petit 10 km, sans objectif de temps, donc on part sur du sport de loisir, c'est une remise en forme. Voilà, moi, ça ne me dérangerait pas de signer après cette ECG. Mais je suis ouvert à la discussion, hein, je ne détiens pas la vérité. Hein. Il est chez vous, les cardiologues, ça ne vous empêche pas de faire un petit bout d'écho, mais normalement, vous pouvez vous en passer. Vous n'êtes pas d'accord peut-être, mais dites-le parce que vous n'avez pas dit ce que vous... Tu prévois un test à l'effort. D'accord. Tout à fait, mais après, déjà, il change le contrat s'il veut faire un marathon. Mais je vais te reposer la question. 40 ans, cette personne-là, tu as combien de chances, pas de chance, mais tu as combien de risques d'avoir une épreuve d'effort anormale? Je pense que tu es proche de 0. Quand même pour ne pas dire 0. Mais après,
On peut faire un test à l'effort. Petit surpoids. Non, je l'aurais mis. Ouais, il est comme ça. On va considérer que tout ce qui n'est pas dit, c'est que c'est soit on ne sait pas, mais en général, il vaut mieux. Moi, à la rigueur, je préfère faire un petit. Je lui dis, je délivre, mais je prévois des examens complémentaires. J'aurais pu au moins un test à l'effort. Je n'aurais pas dit au moins un test à l'effort. À la rigueur, c'est s'assurer qu'il a bien eu déjà un bilan lipidique ou autre. Ça, c'est déjà le plus important de faire un test. Donc moi, je ne fais pas de test, mais je ne fais pas de test parce que je pense que le test d'effort. Oui. Oui. Ça peut avoir un autre intérêt, on va en reparler, oui. Tout à fait. Ça peut avoir un autre intérêt, mais comme il dit qu'il veut faire un 10 km sans objectif de temps et qu'il fait juste du sport comme ça, il viendrait me voir, il me dirait j'ai envie de faire 35 minutes à la fin sur mon 10 bornes parce que je vais m'entraîner, parce que j'ai un objectif de faire 35 ou 10 km. Je me dis là, je vais pas l'évaluer pour avoir ses capacités fonctionnelles. Mais si c'est juste pour se remettre au sport, je ne vais pas le freiner, finalement, je suis OK. Peut-être. 1h30 au 10 km, presque il va le faire en marchant alors quand même. Bon, 1h30, tu es quand même sévère avec lui. Troisième situation, sont mes cuisses. 45 ans, on monte en âge, vous avez vu, on vieillit, c'est comme les cheveux blancs. Ça, c'est un entraîneur de karaté. Il fume un paquet par jour depuis 25 ans. Il a un IMC à 27, 10 l'épidémie. Tension 150-95. Un père qui a fait un infarctus à 65 ans. L'examen est normal. Il vous demande un certificat pour renouveler sa licence d'entraîneur de karaté. Et là, cette ECG, j'avais déjà mis assez sur l'histoire, donc je vous ai mis un ECG vraiment normal. Alors, je délivre les certificats et je passe rapidement à la consultation suivante parce que la salle d'attente est pleine à craquer et qu'il faut que je me dépêche. Oui ou non? Personne? Je ne délivre pas de certificat. Ah, là, c'est mieux. Je m'attarde sur les facteurs de risque pour les corriger. Je délivre, mais je conseille un test à l'effort. Là aussi, Sylvain, Fred. Je ne délivre pas de certificat jusqu'à ce qu'il bénéficie d'une épreuve d'effort. Quelques réponses. Je lui conseille de prendre sa retraite. Un peu tôt à 45 ans, quoique si Jean-Luc prochainement est élu, peut-être qu'à 45 ans, il aura sa retraite. Donc écoutez, comment? Ah. Bon. Il sera froid après, je ne peux pas. Donc moi j'ai répondu, je lui conseille de prendre sa retraite, il faut qu'il se mette bon. Alors, là, j'ai répondu, c'est bien qu'on soit un peu nombreux. Moi, je m'attarde sur les facteurs de risque pour les corriger. Je délivre, mais je conseille un test à l'effort. On peut en discuter. Hein. En fait, je le conseille parce que je ne vais pas lui dire si vous ne faites pas un test d'effort, je ne vous signe pas le certificat. Je lui dis je pense qu'il faut vous le faire. Je m'attarde vraiment sur les facteurs de risque, j'en parle avec lui, je l'interroge bien. Je délivre quand même, je ne vais pas dire, surtout vous êtes à risque, donc attendez le test de l'effort et je vous le signerai après. Mais la réponse D ne m'aurait pas spécialement non plus complètement gêné de dire, si j'ai le test d'effort, revenez la semaine prochaine, mais le problème c'est que je n'ai pas le test d'effort la semaine prochaine. Mais là encore, je pense que les facteurs de risque sont nombreux, mais vous allez voir, si on suit les recommandations, ce n'est pas évident qu'il faille répondre D. On peut très bien se limiter à C. Voire ne pas faire de test d'effort du tout. Hein. Alors, 45 ans, il fait du karaté. Je reprends ce dossier, donc lui, il demande un petit peu plus d'attention. Il fume un paquet par jour depuis 25 ans, je vous souligne bien, depuis 25 ans. IMC 27, tension 15, 9,5, je vous reprends 10 d'épidémie, et père infarctus à 65 ans. Donc vous savez qu'actuellement, il faut se référer au score de risque, si on regarde les ROCO dont a parlé tout à l'heure Frédéric, là, de 2020. Et si on calcule son score de risque, alors je l'ai fait, hein, il a 46 ans, attention, on ne vous demande que la systolique, 150. Le HDL, puisque maintenant, le HDL, je vous ai mis 0,42, HDL. Et fumeur, c'est oui. Oui ou non. Je ne sais pas si vous vous intéressez ou si certains utilisent le score de risque, mais c'est fumeur, oui ou non. Donc vous fumez depuis 15 jours ou vous fumez un paquet par jour depuis 25 ans, c'est pareil, vous êtes fumeur. Donc son score de risque est à 2%. Extrêmement faible. Pour le surpoids, on passe dessus, il n'y est pas. Et les antécédents familiaux, non plus. Et il fait du karaté, entraîneur. Donc je lui ai demandé, c'est moins sollicitant, mais c'est quand même entraîneur. Donc il est, vous savez, c'est un sport comment ça s'appelle, un sport de force classé 2. Donc les recommandations, elles se basent là-dessus.
donc, si vous avez à positionner le test à l'effort, première étape, bien sûr, regardez si le sujet est symptomatique ou pas. Deuxième étape, on cible en fonction des facteurs de risque du patient, dont effectivement l'âge. Et après, vous avez les antécédents familiaux, le niveau de tabagisme. Je trouve que c'est super important parce que c'est pas marqué, quoi. Oui. Ah, je sais le café, c'est dommage. Je me suis dit, ça y est, on est dans l'interactivité, c'est génial. Pas du tout. Oui. Je ne te répondais pas parce que tu ne m'as pas amené le café. Mais tu veux ma réponse au fondement, je pense quasiment aucune. Enfin, aucun intérêt. Enfin, oui, alors, je n'allais même pas parler. Là, j'ai parlé des étapes 2, donc tu vois les facteurs de risque. Mais après, derrière, comment l'évaluer? Après, évaluer, on va pas les faire du karaté avec un test à l'effort. Donc, tu l'évalues comment? Jean-Michel, tu l'évalues? Alors, score calcique, je ne répondrai pas sur le score calcique, et pourtant, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Je vais laisser Nima derrière en parler. Mais là, je pourrais. Ouais, parce qu'il y a déjà. On a fait quelques temps qu'on fait quelques réunions sur la région de Montpellier sur le score calcique, et c'est assez cocasse de nous voir discuter de tout ça. Bon, ouais. Je continue. Non, non, pas du tout, mais. Donc je vous dis, un paquet par jour du 25 ans, 95 de diastolique, ça ne rentre pas en ligne de compte. Le père infarctus à 65 ans, ça ne rentre pas en ligne de compte. Il est possiblement à risque, donc peut-être qu'il faut l'explorer. Mais si moi, première intention, le test à l'effort, si je l'explore, autant lui faire un vrai examen de test à l'effort, enfin un vrai examen de dépistage. Je ne suis pas certain, comme tu le dis, que le test d'effort soit le meilleur examen. Donc je dis, on peut proposer un test à l'effort. Je n'ai pas précisé quel type de test à l'effort. C'est vrai, mais presque... Si on en suit les recommandations, il y a 2% de risque, vous verrez, il ne faut rien lui faire. Pourquoi? Les catégories de risque cardiovasculaire, c'est très simple. Vous avez les très hauts risques cardiovasculaires. Alors c'est un petit peu touffu hein, de voir tout ça. Donc premièrement, c'est atteinte vasculaire avérée, syndrome coronaire aigu, chronique, AVC, ponté, multitronculaire et autres. Donc ça, c'est connu. Après, vous avez les diabétiques qui ont déjà une atteinte d'organes. Donc ça, ce n'est pas le patient lambda. Une insuffisance rénale chronique, un score à plus de 10%, et pour monter à 10%, il a fallu que je me suis amusé à tester, il faut monter le LDL, il faut monter les facteurs de risque. Je peux vous le dire, avant d'arriver à 10%, l'hypercholestérolémie sévère avec un facteur de risque associé, ça c'est les très hauts risques. Les hauts risques, c'est un facteur de risque isolé, enfin un facteur de risque isolé marqué, soit hypercholestérolémie isolée, soit un diabète sucré, soit une insuffisance rénale chronique, qu'elle soit modérée, c'est 30 à 50 de clairance. Et puis, vous avez un score de risque entre 5 et 10%. Déjà, là, il faut y aller aussi, 5 à 10%. Et puis, après, vous avez le risque modéré. C'est là qu'on a notre karatéka, entre 1 et 5%. Ou alors, il faut déjà avoir un diabète associé à soit de type 1, soit de type 2, en fonction de l'âge. Et puis après, vous avez tous les scores à faible risque, à moins de 1%. Le sien? Ah oui, ben, j'ai fait une copie d'écran du calcul. Et le calcul est là-haut. Je l'ai fait il y a un mois. Oui? La grille de score avec les couleurs. Homme 45 ans, il est en bas déjà, il est tout là. Non, non, il est là. 2%, il est tombé. Là-bas, c'est fumeur, non fumeur. En fait, souvent, on parle souvent des scores de risque, et c'est quand on a des fois, comme ça, l'occasion de faire des présentations, qu'on se dit, on va aller voir vraiment, parce qu'en pratique, moi, je ne le fais pas, hein, je vais être honnête, et quand on commence à rentrer, on voit les défauts de toutes ces grilles. Mais après, de l'autre côté, c'est difficile de quantifier le tabac et autres. Hein. Donc, j'avance. Donc, effectivement, on a tous une arrière-pensée du coronarien en puissance, c'est un coronarien en puissance, mais vous voyez qu'en fait, si vous avez donc un patient qui a un risque modéré, qui veut participer à un sport récréatif, un sport de loisir,
il n'a besoin d'aucune évaluation cardiovasculaire. Recommandation de classe 2A, et tout ça, c'est quasiment que des recommandations d'experts. On a très peu de preuves fortes, c'est souvent des recommandations d'experts. Si vous avez un risque un petit peu plus élevé, c'est-à-dire avec une histoire familiale, ce qui est un peu le cas chez lui, des symptômes, à ce moment-là, on peut faire, regardez ce qui a marqué, un ECG 12 dérivations. Là, il parle de l'ECG, on n'est toujours pas au test à l'effort. Hein. ECG de repos, 12 dérivations, peut être considéré pour la compétition. Lui, il est entraîneur de karaté, donc risque faible, c'est ECG si compétition. Et alors après, si on monte dans les risques, s'il veut faire, donc, on fait une évaluation clinique et un test d'effort maximal, peut être donc considéré pour uniquement le pronostic chez des patients sédentaires, ce n'est pas son cas, ou individuellement si vous avez un risque élevé ou très haut risque, ce n'est toujours pas son cas. Et à ce moment-là, vous faites un test d'effort qui doit être maximal. Et après, ici, il n'en fait pas partie, c'est le risque très élevé ou très élevé. Donc, si on en suit les recommandations, pour l'instant, on ne lui fait toujours pas de test à l'effort. Le karaté, je vous rappelle qu'il est ici, judo-karaté. Vous voyez Oui. Donc après, on est sur la deuxième étape. Donc on a évalué les risques. Troisième étape, comme on vous l'a répété déjà ce matin, qu'est-ce qu'il veut faire comme sport? Il fait du karaté, on est ici. Donc le niveau d'activité désiré, il est, on va dire, intermédiaire, sans être non plus intense ou très intense. Je vous rappelle les trois classifications, enfin les trois niveaux différents depuis la modification de la classification de Mitchell. Alors, effectivement, je suis pas mal critique avec l'épreuve d'effort, mais au-delà du simple dépistage de l'ischémie de l'arythmie, il faut quand même savoir que ça vous donne une approche de la capacité physique du sportif, c'est évident que c'est pas mal. 60 ans, la personne qui vient me voir, il dit « Moi, je veux faire un marathon de 12 km/h, je vise 3h30, je n'ai jamais fait de sport, mais je vais partir à la retraite à 60 ans. » Enfin, il faut qu'il se dépêche, quoi qu'on verra. Je ne suis pas certain qu'en fonction du test d'effort, il soit capable ou pas, donc c'est bien de réorienter les objectifs. Hein. Et puis, il faut quand même savoir, quand vous faites un test d'effort, je ne parle pas du Coroscan, mais quand vous faites un test d'effort, vous avez quand même généralement 10% de faux positifs. Et sincèrement, c'est ce que moi j'ai mon ressenti de ma pratique régulièrement. J'ai des ST quand même bien raides et autres, qui sont des tests d'effort que je n'aurais pas spécialement fait. Mais c'est difficile quand vous avez un sportif qui vient vous voir, qui dit « Oh, docteur, quand même, je fais du sport, ce serait bien que je fasse au moins un test à l'effort. » Quand vous avez l'intime conviction, il ne faut pas le faire. Je ne sais pas comment vous faites vous en pratique, mais il y en a beaucoup qui disent « Je viens vous voir parce que quand même, je me suis dit qu'à 40 ans, je vais très bien, mais ce serait bien que je fasse un petit test à l'effort parce que je fais du sport. » Mais maintenant, depuis peu, je leur dis « Non, ça n'a aucun intérêt, je ne vous le fais pas. S'il ne veut pas le faire, s'il veut le faire ailleurs, je dis « Vous voulez le faire ailleurs, mais je pense que ça n'a aucun intérêt. » Je lui explique bien, mais je ne fais pas le test d'effort parce que le patient le demande. Et je vous promets que je le fais. Enfin, que j'ai cette attitude. Et puis aussi, faussement inquiétant, mais c'est aussi faussement rassurant. Parce qu'en fait, on fait les tests à l'effort pour dépister quoi? Un risque aigu de dissection de plaques. Vous savez que le test à l'effort, il est nul pour ça. Hein. Franchement, je dis nul pratiquement, il n'est pas bon. Hein. On n'est pas bon pour dépister. Ouais. Ah oui, ouais. Moi, j'ai l'expression typique où je dis votre test d'effort est normal, mais attention, ce n'est pas un chèque en blanc pour faire du sport. Hein. Je dis à tout moment, il peut faire un infarctus, voire ce soir. Ah, non. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est mortalité à 10 ans, cardiovasculaire à 10 ans. Oui. Comment? Oui, alors, le score 2, avant c'était le LDL, maintenant c'est le non-HDL. Mais j'ai mis cette classification parce que les recommandations de 2020 sont sur cette classification. Comment? Oui, c'est vrai, il différencie les deux. Et dans le score 2, juste pour ceux qui l'ont, ici, là, vous avez le test cholestérol, maintenant c'est le non-HDL cholestérol, je vous le dis. Mais les recommandations étaient faites avant, donc je vous ai mis les recommandations en fonction. Alors, comment évaluer le risque? On est sur un patient asymptomatique, plus de 35 ans, on regarde ses facteurs de risque, et puis l'éventuel syndrome coronaire chronique, une nouvelle entité qui s'est collée au syndrome coronaire aigu en opposition.
Donc, on évalue leur risque. S'ils sont à faible risque, donc faible risque, c'est moins de 5%, ce n'est pas moins de 1%. Hein. Aucun facteur de risque cardiovasculaire et aucune exploration. D'accord? Jusque-là, ça ne me choque pas. Hein. Étape 1. S'il est à très haut risque, on passe à l'étape 1. Donc, l'étape 1, c'est symptomatique, ce n'est pas le cas là. Étape 2, enfin, ici sur le tableau, c'est l'étape 1. On évalue les risques. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, on regarde l'intensité de l'activité physique qui est demandée. Si elle est faible et intermédiaire, aucune investigation. Pareil. Si elle est haute ou très haute au niveau de l'intensité, à partir de là, on fait un test fonctionnel que l'on met en balance avec le coroscanner. Le test fonctionnel, il vous laisse, alors là, j'en reviens à ce que dit Jean-Michel, à faire un test, est-ce qu'on se limite à un test d'effort simple ou est-ce qu'on fait un test d'effort style écho d'effort ou scintille d'effort ou un coroscan. Et après, bien sûr, en fonction, vous avez donc, s'il est normal, vous ne faites rien de plus, et s'il n'est pas normal, vous allez jusqu'à éventuellement l'exploration coronaire. Vous voyez que le test d'effort, il est quand même, quand on regarde les recos, il est très 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 loin dans les recommandations. Donc, ce qui m'embêtait ici, c'était un patient quand même qui restait actif, donc il n'était pas sédentaire. Il voulait une activité physique intense, mais sans être non plus très intense. Il fait du karaté. Facteur de risque notable. Donc, je disais que le test d'effort peut être intéressant, mais ce n'est pas choquant de ne pas le faire. Je réponds peut-être à côté. Situation 4. Bernard, 53 ans, ne fume plus. Il fumait, je ne sais pas trop combien. Pour faire du vélo, 2 fois par semaine, il s'est mis, voilà, changement de mode de vie. Dernier bilan cardio il y a 3 ans, il n'avait rien fait. Il consulte pour un certificat car il va faire l'étape du Tour. L'étape du Tour cette année, c'est Briançon-Alpe d'Huez. Donc il monte je crois que c'est la Croix de Fer, et puis juste avant c'est le Galibier, et puis ils finissent par l'Alpe d'Huez, bien sûr. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Il veut faire 53 ans, il veut faire, donc vous délivrez, qui délivre un certificat? Personne. Qui réalise un bilan cardio avec ECG de repos? Oui, quand même. Sinon, vous allez recommencer les topos du début. Qui réalise un test à l'effort? D'accord? Qui réalise un holter en situation de sport? Pas. Aucun. Qui réalise une écho? Quelques-uns. Qui réalise un coroscan? Nima, parce que tu défends ton topo suivant. Alors, on va voir avant de répondre. Donc, je vous rappelle ici, on est là, hein, on est sur. Alors, si on devait faire un test d'effort, il faudrait que ce soit dans ce cas où on aurait déjà tout décliné comme étape. Hein. Sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a la problématique de la rupture de plaque qui est mise en défaut par l'examen de prévention, et il faut bien, comme tu le disais, bien expliquer aux patients la prédictibilité qui n'est pas très bonne du test à l'effort. Alors, moi j'aurais répondu, je ne délivre pas de certificat immédiatement, je réalise au moins un bilan cardio avec ECG, je réalise au moins un test à l'effort. Là, ça tombe bien parce qu'on peut le tester dans sa spécialité, puisque c'est du vélo. Le holter, là, dans ce cas, aucune indication. Je réalise une écho-cœur, pourquoi pas? C'est vrai que s'il n'en a jamais eu, à 53 ans, ce n'est pas spécialement demandé, mais pourquoi pas lui en faire une? Mais je l'ai marqué et je réalise un coroscanner, là aussi j'ai eu quelques réponses, pourquoi pas aussi? Après, c'est toute une question, je vous rappelle qu'elles sont mises en balance écho versus coro, mais normalement, si on suit les recommandations, on ne devrait rien lui faire non plus. Sauf qu'on considère quand même que ce qu'il veut faire est une activité physique quand même très intense, parce qu'il va quand même monter l'étape du Tour. Alors là, je ne sais pas si vous êtes des passionnés ou pas, mais en général, si on fait cette spécialité, on va regarder quand même rapidement quelle est la course qu'ils veulent faire, parce que des fois, vous avez des surprises. Et quand vous regardez le dénivelé, c'est 160 km, il y a 3 cols à monter. Il faut quand même lui voir un petit peu avec qui. Et puis s'il fait 2 fois du vélo par semaine, pour monter l'étape, ça va être un petit peu difficile. Je vous la mets l'étape, donc on va se renseigner avec Internet. Maintenant, on a tout. Vous voyez, c'est une belle course. Mais c'est une recommandation de classe 2AC, et en fait, on pourrait faire éventuellement un test maximal pour faire son état du Tour. Donc, si le test d'effort est normal, vous êtes d'accord, je ne vous l'ai pas marqué, mais si le test d'effort est normal, vous êtes d'accord pour autoriser? Oui. Situation 4 suite, alors il y a un petit problème de configuration, c'est pas mal. Bernard a maintenant 5... Comment? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit,
Ouais, j'ai dit exactement ce que tu as dit. J'ai dit, je pense que c'est plus important de faire un bilan biologique s'il n'a jamais été fait pour savoir le niveau, et je suis tout à fait d'accord. Comme avant de faire un test d'effort, vérifier qu'au moins une fois dans leur vie, ils ont eu un cholestérol, une glycémie à jeun et éventuellement d'autres trucs. Je suis à 100% d'accord. Alors, situation 4, en fait, c'est dommage, il y a un petit truc, mais c'est pas grave. C'est Bernard a maintenant 56 ans. Il a fait un infarctus il y a 3 ans. Dossier inventé. Hein, je vous dis, le premier n'est pas inventé. Enfin, quand il avait 53 ans, mais 56 ans, je viens de vous l'inventer. 56 ans, il a fait un infarctus 3 ans après l'étape du tour. Dommage. Il était stenté, monotron, CD2, un stent, un bon stent à 3,5 mm, 22 mm. Il ne fume plus depuis, il continue son vélo 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Bernard est joueur, et comme il est joueur, il veut pas refaire l'étape du tour, mais il veut refaire une petite cyclo locale qu'il vous dit tranquille avec les copains. Il faut toujours se méfier du tranquille avec les copains, mais bon. Examen normal, et vous avez un ECG cette fois-ci qui a une petite séquelle inférieure. Il est un peu stressé parce qu'il est un peu rapide, mais bon, c'est ni son électro, c'est un électro de séquelle inférieure, mais la situation est donc un petit peu changée. Cette fois-ci, il a fait un infarctus. Vous délivrez un certificat pour une cyclo sportive simple. Il est suivi régulièrement, oui, dernier suivi il y a 1 an. Maintenant, il est suivi annuellement. Monotron sur la droite. Je réalise un bilan cardio avec ECG. Je réalise un test à l'effort, je réalise un holter, je réalise une écho, je prévois un contrôle coronaire systématique, coro ou angio. Je lui dis non d'emblée. Alors, on va directement à la réponse. Je reviens, je ne délivre pas de certificat, oui, parce qu'il faut au moins faire un bilan. Donc, holter, écho, épreuve d'effort, ce que tu disais, et bien sûr ECG. Le contrôle coro est là. Alors, si on revient, chez le coronarien, le test à l'effort, donc les niveaux 1 et 2 sont les mêmes étapes. Hein, vous cherchez le niveau, les facteurs de risque, normalement ici sont contrôlés. Donc, niveau d'activité du patient, niveau d'intensité désiré. Là, il veut faire une cyclosportive, je ne sais pas trop laquelle. Et l'étape 3, là, on part sur un bilan cardiovasculaire un petit peu plus complet. Et c'est vrai que quand on regarde les recommandations, chez le coronarien, il faut qu'il soit revascularisé, il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte des gros troncs coronaires. Donc vous avez tout ça à gauche, il faut obligatoirement un test d'effort qui soit maximal, normal, sans ischémie, sans arythmie. Donc vous êtes quasiment obligé de faire un test à l'effort. Et vous avez besoin d'avoir une fraction d'éjection à plus de 50% qui soit revascularisée pour les Européens, parce que les Américains, c'est 3 mois. Mais pour les Européens, c'est à peu près, on va simplifier aujourd'hui, c'est 1 an. 1 an après une revascularisation. On peut descendre un petit peu sur des mots tronculaires de la coronaire droite, mais ce n'est pas le cas là. Enfin, c'est son cas, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Vérifiez bien que les facteurs de risque soient contrôlés, c'est plus important que tout. Et puis ça vous permet aussi de voir sa capacité physique et de bien surveiller l'observance du traitement. Donc voilà. Mais le coronarien impose obligatoirement écho et épreuve d'effort. Et c'est vrai qu'on a tendance, nous, régulièrement, à faire quand même un holter en situation, c'est pas mal. Attention, hein, pour les sports, après 60 ans, c'est un facteur, il avait 56 ans là encore, hein, mais après 60 ans, il faut se méfier parce qu'on saute une étape vers le haut sur les facteurs de risque. Alors, je vous mets ici, hein, chez le coronarien, les recommandations, vous avez systématiquement à tous les étages écho et épreuve d'effort normal. Donc, obligatoirement, vous êtes obligé de les faire. Et c'est le même tableau que tout à l'heure, sauf que là, vous êtes obligé d'avoir ces 2 examens. Donc ça, je vous y ai répondu. Les évaluations et les recommandations, donc je vous les reprends. Pas d'ischémie, donc aucune ischémie. Vous regardez s'il n'y a pas d'arythmie. FE à plus de 50% sans arythmie, faible risque, il peut tout faire, dont la compétition. Hein. Par contre, si vous avez un patient qui a une ischémie, donc là, il peut tout faire. Attention, bien sûr, au sport très intense et plus de 60 ans. Si vous avez une ischémie, vous regardez s'il y a des coronaires à faible risque. Alors ça me gêne un peu, là aussi, quand on regarde le détail, parce que ce n'est pas très logique. On a une ischémie myocardique, on fait une coronaropathie, on fait une coronarographie, on tombe sur peu de lésions, ou au moins des lésions qui ne sont pas à revasculariser. À ce moment-là, d'un coup, il devient asymptomatique. Alors peut-être parce qu'il a un traitement. C'est bizarre, parce que là, il est ischémique. Dans le tableau, il devient asymptomatique, FE normal, pas d'ischémie, pas d'arythmie. Et à ce moment-là, on le fait basculer sur un faible risque, alors qu'au départ, il avait une ischémie. Pas très logique, ce tableau, je vous le livre comme je l'ai. Donc là, par contre, et on lui autorise tout. Alors, je ne sais pas, là aussi, c'est encore l'avantage de préparer un topo, c'est qu'en fait, on se rend compte de certaines aberrations. Enfin, moi, je trouve que c'est aberrant. Voilà.
Oui, mais quand tu regardes le texte, ils ne te mettent pas que c'est contrôler sous traitement. Mais contrôler sous traitement, ce n'est pas non plus complètement rassurant. Pas... Là, ils te le mettent au même niveau que celui qui n'a rien. C'est étonnant quand même. Alors que tu as... Comment? Oui. Oui, mais de là, lui donner un chèque en blanc pour faire tout ce qu'il veut, parce que là, c'est marqué, c'est tout. Hein. Dont les... Oui, mais oui, c'est des sports très intenses. Mais sinon, tu peux faire, quand même, regarde, c'est marqué, peut participer au sport intense. Et là, c'est très intense. Oui, non, mais ça me surprend un peu qu'ils le mettent sur le même niveau, alors que, voilà. Ouais. Ouais, il y a quelque chose. Bah, je vous dis, hmm. Oui, ouais. Mais après, il y a des puristes qui vont vous dire qu'il y a aussi les problèmes de microcirculation, parce qu'on parle que des sténoses hein, géographiquement, mais il y a aussi tout ce qui est... S'il y a de l'ischémie, moi je fais que de l'écho, mais les scintigraphistes vont vous dire, mais il y a quelque chose, il y a un problème. Donc il y a un surrisque parce qu'il y a de l'ischémie. On sait très bien que s'il y a de l'ischémie, il y a un surrisque. Donc là, on les classe parce qu'il n'y a pas de lésion coronaire, on ne peut pas mettre de stent, et on leur dit, bon, c'est bon, vous pouvez y aller. Bon, voilà, je vous le dis juste... je vous dis juste là pour qu'on est là pour en discuter, on est peu nombreux, c'est pas mal. Parce qu'en fait, ici, on pouvait se dire, les coronets, mais en fait, la revascularisation, elle est ici, elle est après. Hein. Alors, si vous voulez, à la rigueur, ça ne me choque pas, on les revascularise, ils rebasculent à la rigueur, comme je dis souvent. Vous avez moins de risques une fois que vous êtes dilaté, stenté avec une sténose que vous méconnaissiez et qui maintenant est traitée, et de faire du sport avec votre stent plutôt que de le faire quand vous l'aviez sans le savoir. Comment? Stent, statine, aspirine, bien sûr, éventuellement bêta-bloquant s'il y a de l'ischémie ou autre, on peut en discuter. Donc là, si vous êtes un faible risque, ils peuvent tout faire. Et bien sûr, ici, si vous avez un risque un peu plus important, ça se discute, ça peut être vert, orange ou rouge. Donc généralement, quand on les limite et quand on ne peut rien faire sur une lésion, ce qui paraît par contre logique. Donc je sais que tu parles cet après-midi des tests, des recommandations trop permissives. Je suis plutôt quelqu'un qui laisse, je pense, être très permissif, mais il y a quand même certaines choses qui m'interpellent un peu. Alors le test fonctionnel, comment évaluer le risque, pas du test fonctionnel, seules les épreuves d'effort, déjà si vous faites un test d'effort, il faut vraiment qu'il soit maximal, on n'arrête jamais un test à l'effort, ça on le répète, donc il faut au moins à le tester, testez-le à fond. Donc les recommandations, si on veut faire une diapositive de conclusion, c'est particularité électro de la tête, je n'en ai pas parlé, mais c'est le bon sens, si vous avez une cardiopathie hypertrophique, si vous avez une dysplasie, si vous avez les testé. Les facteurs de risque, dans le score risque, on a vu toutes les difficultés. Le cardiaque sportif, le coronarien, là aussi on a vu les difficultés. Le symptomatique, ça ne se discute pas, surtout s'il est symptomatique à l'effort. Après 60-65 ans, il y a quand même, on a plus tendance à faire des tests suivant ce qu'ils veulent faire comme intensité d'entraînement ou d'activité physique en compétition ou autre. Et bien sûr, c'est pas mal aussi d'avoir un test à l'effort, ça c'est des recommandations un petit peu plus sur le début ou la reprise après chez des gens sédentaires et autres, c'est bien quand même de leur donner, ne serait-ce que pour avoir, au-delà de la recherche d'ischémie, d'avoir un petit niveau d'orientation, leur dire ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Alors le bonus, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la capacité physique, rectifier les objectifs, et le malus, c'est quand même les faux positifs, ou éventuellement les épreuves d'effort faussement rassurantes. Et après, sur le rythme de répétition de vos tests à l'effort, ça aussi, dans les recommandations, il y a 0. Vous ne pouvez rien trouver, vous ne pouvez pas le savoir. Donc si je l'ai fait, est-ce que vous allez faire une thèse d'effort au cyclotouriste qui a 60 ans, il va tous les ans venir vous voir, donc avec le nombre de cyclotouristes qu'on a tous dans nos régions, on va aller faire que ça pour un bénéfice qui est très faible. Donc voilà, tout n'est pas réglé, et loin de là. Vous avez des questions sur le test à l'effort? L'écho, ça va aller très vite, parce que...
Je ne sais pas si j'ai répondu ou si j'ai plutôt apporté des interrogations plus qu'autre chose, mais bon. Comment? De la réflexion. Si c'est déjà ça, c'est pas mal. Alors l'écho, qui signe? C'est les électros qu'on vous montre tous. Qui signe? Ivoirien, 27 ans, foot professionnel, bilan cardio avant transfert au MHSC. C'était en 2011, l'année où on a été champion de France. Non, c'est pas vrai. Mais qui signe? 27 ans, Ivoirien. François Carré signe? Bon, on signe avec lui alors. On signe avec une écho, il est ivoirien, donc on va voir, mais normalement, on est dans tout ce qu'on vous a dit ce matin, on peut signer, on est dans les troubles de l'afro-caribéen. Alors, quand on fait une écho chez un sportif, alors autant tout à l'heure sur l'épreuve d'effort, je vous ai plutôt fait l'indication, autant l'écho, je vais juste un peu parler de cœur d'athlète, mais on va survoler, puisque les indications vous seront faites par Frédéric Cransac, demain qui va plus vous parler d'indications. Mais quand vous faites une écho, bien sûr une écho de sportif, il faut qu'elle soit complète. Alors, le seul détail, il faut vraiment que vous regardiez la taille de l'aorte, avec des mesures précises aux quatre endroits. Hein. C'est le sinus de Valsalva, la jonction à l'aorte tubulaire et l'anneau. Et puis, vous allez regarder, bien sûr, cœur gauche, cœur droit. Bien rester un petit moment sur le caractère bi- ou tricuspide de la valve aortique et essayer de regarder les coronaires, on va en parler très vite fait. Taille de l'oreillette gauche et les valves. Et la valve, si vous avez un truc à regarder, est-ce qu'il y a un prolapsus? Donc en gros, la spécificité, c'est qu'on regarde tout pareil, on mesure vraiment précisément l'aorte parce que, sincèrement, pour avoir maintenant, depuis quelques années, des fois, on n'a pas expertisé, mais on a à se prononcer sur des aortes de sportifs, que ce soit qui changent de club, et donc on discute très régulièrement au club de tous ces dossiers-là. Et combien de fois on est obligé de remonter à des ECG, à des échos anciennes et on n'a pas les mesures de l'aorte. Donc pensez, peut-être pas sur le moment, mais pour le futur, c'est bien d'avoir des mesures de référence. Donc on regarde bien l'aorte, on essaie de chercher les coronaires et vous regardez s'il y a un prolapsus mitral et s'il y a une bicuspidie. Déjà, ça c'est pas mal. Donc les morts subites, je passe vite, on vous l'a dit ce matin. Je vous ai dit, tout à l'heure je l'ai dit en discussion, mais en 2016, avant on faisait écho épreuve d'effort chez le sportif de haut niveau, ça a été retiré de toutes les listes, de tous les examens complémentaires à faire. On n'a gardé que l'ECG dans le haut niveau, bien sûr avec l'examen clinique. Même si on sait que chez le sujet jeune, il y a des cardiopathies structurelles sûrement sur lesquelles on va passer à côté. C'était un choix qui peut se discuter, mais... Donc, chez le sportif, l'écho, alors ça, je vous ai mis l'avantage du Covid, c'est qu'on a eu des cohortes de patients, que là, vous voyez, par exemple, il y en avait, je crois qu'il y en avait 3000, oui, 2999. Et en fait, vous voyez, quand ils ont eu 2% d'anomalies. Donc, c'est en gros ce qui a été reconnu sur les études, que ce soit de celles de Pédicia, sur les sportifs olympiques et autres. Si vous faites des échos systématiquement, vous allez tomber sur des pathologies. Et ici, vous avez des bicuspidies, des aortes dilatées, des anomalies du septum, des cœurs triatriaux, bien sûr des ASVG, des dysplasies annulaires mitrales, vous avez des prolapsus mitraux, bon, vous avez pas mal de pathologies. Donc, il y aurait un intérêt à le faire, mais peut-être pour trouver 1,9% de pathologies pour lesquelles ne sont pas toutes dangereuses. Ça aussi, cette diapositive, vous l'avez déjà vu, l'intérêt du cœur, quand on fait un cœur d'athlète, et on est des fois à la frontière avec les 4 autres pathologies qui sont la dysplasie du cœur droit, la CMH, la CMD et la non-compaction. Donc, si vous avez un cœur d'athlète, première question, est-ce que vous avez un athlète qui est suffisamment athlète pour engendrer des modifications de votre écho? Quelqu'un qui vient, qui fait 2-3 fois du sport par semaine, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir d'adaptation physiologique du cœur d'athlète, ce n'est pas possible parce qu'il ne fait pas assez de sport. Donc c'est au moins 6-8 heures d'entraînement par semaine et généralement, vous allez le voir que chez l'endurant ou chez le sportif professionnel qui fait, même si c'est du foot ou autre, mais qui en fait vraiment beaucoup, beaucoup. Donc il faut qu'il fasse du sport depuis longtemps et bien sûr, assurez-vous qu'il soit asymptomatique. Et puis avant aussi d'interpréter une écho-cœur, toujours il faut savoir donc, le niveau d'entraînement, le type de sport, l'intensité, le sexe, l'âge, l'origine ethnique, classique ça, le dopage et la génétique. Toujours très important. Vous n'allez pas interpréter une écho-cœur pareil chez une gymnaste et un pétanqueur, même s'il joue à Marseille. C'est pas pour ça que vous n'allez pas avoir la même écho, c'est évident. Donc je vous mets dans notre footballeur, voilà son écho. Qu'est-ce que vous en pensez? Normal, pas normal? Ivoirien, 27 ans, footballeur. Qui pense qu'il y a un petit truc ou pas du tout? Le CG, vous rappelle, c'est la repopulation précoce. Le septum, j'ai entendu, oui.
Visuellement, l'impression, on pourrait dire petit HVG. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas, je vous dis, pour avancer, petit HVG. Non, pourquoi? 40 mm, oui, c'est la sienne. Ah, ouais. 40 mm, discrètement. Ouais. Un autre, ultra trailer, un 85-82 kg, 8-16-20 heures par semaine, un vrai ultra trailer. Voilà son écho. Fraction d'injection 52%, un volume à 664 ml, un diamètre ici à 67 mm en diastole. Alors, je ne vous dis pas tout, mais pour la petite histoire, ce patient est venu parce qu'il a fait de la FA. Il a ce flux mitral. Donc, bien dilaté, indexé 35, quand même dilaté, mais là, on est sur du haut volume d'entraînement, 20 heures par semaine, ça commence à faire. Alors, je ne suis pas là. Le VG de la tête, je vous réponds, vous dites oui, enfin, vous levez la... Est-ce que le VG de la tête est normal? Oui. Est-ce qu'il est plus dilaté? Est-ce qu'il est plus hypertrophié? Oh, je parle de la tête en général, hein, à une FEVG ABC. Alors, je suis aussi vicieux, moi. Il n'est pas là, il est parti, Sylvain. Voilà. Donc, je ne vous fais pas la bibliographie, Sylvain, il arrive. Là. Je ne vous fais pas la bibliographie, mais le VG de l'athlète, il est légèrement plus dilaté. Ça, c'était sur les coureurs cyclistes du Tour de France, l'étude d'Eric Abergel, avec des fractions d'injection un petit peu en dessous. Ça, c'était bien connu. Le cut-off, actuellement, il est à 48-50% de fraction d'injection. Donc, la réponse que j'ai marquée, le VG de l'athlète est normal, on va dire quand même de la tête en général, le plus souvent, retenez qu'une écho de la tête est normale. Et plus dilaté, je répondais comme vous, oui, surtout chez l'endurant. Et plus hypertrophié, pas vraiment quand on a des études, sauf peut-être chez l'afro-caribéen, mais classiquement, quand même, le VG de la tête, il n'est pas hypertrophié. Hein. Ou alors, il est dans la limite de la normale ou très discrètement hypertrophié. Et la théorie, vous savez, les sports isométriques qui hypertrophient, isotoniques, enfin l'inverse, qui dilatent, ça a été bien remis en question. À une FEVG ABC, c'est souvent normal ou subnormal. Voilà, donc en fait, tout ce que je vous ai dit, c'est vrai, mais il faut avoir souvent un athlète endurant, c'est un peu comme le CG, et c'est souvent dans les limites de la normale ou subnormale. Le corps d'athlète du VD, est-ce qu'il est souvent dilaté? Alors maintenant, je vous ai orienté sur ma façon de... Oui ou non? Non, pas plus. Est-ce que l'oreillette gauche est classiquement dilatée? Le flux mitral est parfois restrictif. E supérieur à A. Alors là, je suis vicieux. Là. L'aorte est souvent dilatée. Si c'était trop facile, je ne l'aurais pas fait. Hein. Et les coronaires sont visibles dans près de 100% des cas. Alors, je veux que vous mouillez. Alors, le VD est souvent dilaté, oui ou non? Non. L'oreillette gauche est classiquement dilatée. Non. Le flux mitral est parfois restrictif. Bonne réponse. L'aorte est souvent dilatée. Non. Et les coronaires sont visibles dans près de 100% des cas. Bon, la fonction diastolique, elle est normale ou supranormale ou hypernormale, surtout chez l'endurant, d'accord? Je vous ai mis ici des études. L'oreillette gauche chez l'athlète, classiquement, elle est, c'est rare que vous ayez une oreillette gauche strictement normale quand même. Elle est souvent, c'est ce qui se dilate, je trouve, le plus facilement chez un athlète. Alors, je ne cache pas l'athlète, que ce soit l'âge, la compétition, les volumes, c'est indexé à la masse, à l'ancienneté du sport, à l'endurance, à l'entraînement, au fait que ce soit un homme. Classiquement, l'oreillette gauche, elle est dilatée. Le VD de l'athlète, là, je vous ai mis un VD dilaté. Alors, le VD de l'athlète, il va s'adapter. Classiquement, là aussi, il serait plutôt dilaté. Et on a dit que quand on veut faire par exemple, une différenciation avec la dysplasie du cœur droit, il faut plutôt prendre les critères majeurs et non pas se limiter aux critères mineurs, parce qu'ils y sont quasiment tous, notamment chez l'endurant, ils sont tous avec une DVDA, au moins en termes de diamètre. Et l'aorte chez le sportif, elle est quasiment jamais dilatée. On peut l'indexer, mais ça n'apporte pas plus. Vous voyez, une espèce de cut-off là, à 40 mm chez l'homme et 34 mm chez la femme. Et les coronaires, j'avais oublié les coronaires, et les coronaires, chez le jeune qui est bien échogène, on les voit quasiment tout le temps. Alors j'étais un peu provoquant en disant 100%. Pourquoi il faut les rechercher? Ça, on vous l'a dit tout à l'heure, parce que c'est une des causes de mort subite, notamment chez l'enfant. Alors ma réponse était, le VD est souvent dilaté, c'est surtout chez l'endurance, sinon il n'a pas de raison de l'être. L'oreillette gauche est classiquement dilatée.
Moi, personnellement, chaque fois que je fais une écho d'athlète, j'ai rarement moins de 20 ou 22, 24 cm² d'oreillette gauche. Ils sont quasiment, même les non-endurants sont souvent dilatés, que sur l'oreillette. Pas extrêmement dilatés, mais un peu. Le flux mitral est parfois restrictif. Non. Là, c'est un peu un piège, c'est le côté vicieux de notre coprésident. Ne parlez pas de flux restrictif chez l'athlète, c'est un flux super normal. Restrictif, c'est une pathologie. La fonction VG est normale. Donc, on ne peut pas dire que le côté restrictif signe une pathologie. L'aorte est souvent dilatée, non, de façon significative. Elle est discrètement dilatée dans les études, c'est 1 à 2 mm par rapport aux populations normales. Mais ça reste toujours normal. Et les coronaires, je ne vais pas marquer 100%, mais c'est la plupart du temps, c'est vrai quand même. Ben, je crois que c'est toi, Nima, qui avait fait un travail sur, ici, justement à Rennes, sur 400 sportifs que tu avais pris, tu avais quasiment trouvé dans plus de 80, quasiment tout le temps, les coronaires. Hein. Tout le temps même. Je crois que tu étais à 100%, toi. Mais parce que tu es très fort. Oui, c'est sûr. Alors, pour conclure, le TT du sportif est le plus souvent proche de la normale. Retenez ça quand même. Ne pas dire comme le CG, ne pas dire trop rapidement, c'est normal, c'est un cœur de sportif. Non. Attention aux cœurs qui sont un peu hypertrophiés, dilatés, FVG limite, dilatation droite ou aorte dilatée, méfiez-vous. Tout n'est pas expliqué par le sport. Attention au prolapsus mitral et cherchez les coronaires. À l'époque, quand il y a 7-8 ans, on faisait ce topo, je m'étais cherché une bicuspidie. Finalement, la bicuspidie, si elle est isolée, on en parlera demain, ça n'a aucun caractère péjoratif. Et ma dernière diapositive, donc le VD de la tête est souvent normal, mais il peut être un peu dilaté, très discrètement peut-être un peu épaissi, une FE limite est possible. Et après, si vous interprétez, il vous faut tout avoir en considération. Le niveau d'entraînement, l'origine ethnique, le sexe, l'âge, le dopage, parce qu'on a quand même nous, quelques cas de cardiopathie hypertrophique chez des bodybuilders ou des haltérophiles qui prennent des anabolisants, génétique, niveau de performance et type de sport avant d'interpréter. Voilà.